nous nous sommes procuré donc le rapport initial qui était sous embargo, et dans ce rapport, il était clairement noté que l'apartheid israélien avait commencé donc en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Eh bien, il est 8h16 sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir de retrouver Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Un Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone au sein de NGO Monitor. Vous êtes chercheur et vous êtes tout à fait au fait de l'actualité de ce rapport d'Amnesty International qui a été publié mardi et dont, on va dire, des extraits ont été publiés même 24 heures avant, grâce à l'intervention de votre association qui a réussi à se procurer la teneur de ce rapport. Alors je voudrais d'ailleurs d'abord que l'on précise un point important. Ce rapport a été modifié entre le moment où NGO Monitor a publié les premières conclusions de ce rapport ou des extraits de ce rapport, et le moment où il a été rendu public par Agnès Callamard, qui est la directrice internationale d'Amnesty International ici à Jérusalem. Exactement. Donc, effectivement, nous nous sommes procuré donc le rapport initial qui était sous embargo, et dans ce rapport, il était clairement noté que l'apartheid israélien avait commencé donc en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Et je pense qu'avec nos révélations et la pression médiatique et publique et politique, au dernier moment, ils ont changé cette petite phrase en disant en gros que l'apartheid était donc mené par les différents gouvernements d'Israël depuis des dizaines d'années, mais sans préciser la date de 1948. Donc c'est une volte-face, on en a bien profité, et donc ça prouve encore une fois que Amnesty a été énormément sous pression, et elle l'est toujours, avec notamment donc les différentes prises de position de pays comme les États-Unis ou l'Allemagne qui ont rejeté catégoriquement ce rapport et les accusations d'apartheid. Donc c'est très bien. Et aussi, je tiens à le noter, que hier, dans le quotidien Haaretz, en première page aussi, oui. Donc il y avait un article sur ce rapport qui a été aussi critiqué en disant que ce rapport était donc biaisé, tendancieux, et que finalement il ne faisait pas de distinction entre Israël et la Judée-Samarie et Gaza. Donc c'est aussi important que Haaretz critique ce rapport, et ça prouve à tel point ce rapport était vraiment tendancieux et biaisé. Alors, la première question, c'est que vous consultez régulièrement, vous suivez de près la publication de ces rapports d'Amnesty International. Qu'est-ce qui a changé, on va dire, au cours de ces deux, 3 dernières années dans ces rapports, dans les rapports d'Amnesty, ou même dans d'autres rapports, comme Human Rights Watch ou alors B'Tselem? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même une activité intense de ces ONG, qu'elles soient israéliennes comme Yesh Din, B'Tselem, ou internationales comme vous venez de citer, Human Rights Watch et Amnesty International. Et donc, on observe vraiment une campagne depuis à peu près 1 an et demi pour essayer donc de classer Israël comme État pratiquant l'apartheid. Et donc, ça, c'est clairement le but. En définitive, c'est d'augmenter les pressions sur Israël, les pressions de boycott, de désinvestissement et de sanctions, mais aussi d'essayer de créer une atmosphère du fait accompli qu'Israël serait un État d'apartheid, pour essayer d'aider donc la Cour pénale internationale pour l'aider donc à incriminer par la suite des officiels israéliens à cause justement du fait qu'Israël sera un État d'apartheid. Donc ça, on observe vraiment une activité intense depuis près d'1 an et demi de plusieurs de ces grandes organisations. Et donc voilà, on essaye d'y mettre un frein aujourd'hui. Et je pense que les réactions donc ont été vives, aussi bien des grandes organisations juives internationales comme l'American Jewish Committee, l'Anti-Defamation League, ou bien même en amont donc de la publication de ce rapport, la condamnation même du ministère israélien des Affaires étrangères par la voix de Yair Lapid. C'est quelque chose de très positif. Et justement, aujourd'hui, Amnesty International, à l'heure où je vous parle, est sur la défensive. Et c'est très bien. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a eu ce durcissement de position de toutes ces ONG? Qu'est-ce qui provoque ce durcissement? Est-ce que c'est un contexte, comme le disait un peu Emmanuel Navon, c'est un contexte politique? C'est une volonté de venir en aide à l'autorité palestinienne, à la cause palestinienne?
Je pense qu'il y a aussi une grosse frustration, en définitive, de ces ONG qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif qui se sont donc fixés. Et quand on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, alors on mactine, on radicalise, on va dire. Voilà, exactement. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment des prises de position qui sont de plus en plus dures de la part de ces organisations pour essayer de faire avancer leur cause, mais ils n'y arrivent toujours pas. Et je pense que malheureusement, jusqu'où ça va s'arrêter, je ne sais pas. J'espère qu'on verra pas dans les prochaines années un rapport d'une grande ONG internationale qui accusera Israël d'être un État nazi. Ça, je serais pas surpris aussi. On peut dire effectivement que ces organisations sont de plus en plus. On va dire elles se radicalisent parce qu'elles sentent que, par exemple, la campagne de BDS n'obtient pas les résultats escomptés. Au contraire, même elle est contrée par des démarches de l'État d'Israël auprès des chancelleries internationales et occidentales. Oui, puis on voit aussi sur les chiffres. On voit qu'aujourd'hui, nous avons les accords d'Abraham avec différents pays arabes. Le commerce est fleurissant, aussi bien avec ces pays arabes qu'avec l'Union européenne, qu'avec les différents pays du monde. Donc oui, effectivement, le BDS ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc, encore une fois, une grosse frustration. Et donc voilà, ça explique donc la radicalisation de ces ONG. Alors, il y a dans ce rapport, il y a une terminologie qui est même tout à fait choquante, qui a de relents d'antisémitisme. On parle de domination juive à de multiples reprises. Vous allez peut-être nous donner d'autres termes qui sont utilisés, qui sont choquants. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, on va dire, l'État d'Israël, en tant qu'État, a un moyen de retourner, on va dire, la situation et peut-être d'accuser Amnesty International d'antisémitisme délibéré? Yair Lapid a clairement dit dans sa prise de parole que ce rapport était antisémite. Donc ça, c'est un point. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, le terme de domination juive est répété à de multiples reprises. Je crois même que le mot domination apparaît plus d'une centaine de fois dans tout ce rapport, donc c'est quand même assez important. Mais je pense que c'est vraiment le deux poids deux mesures qu'il faut pointer du doigt. Par exemple, une des accusations principales de ce rapport, c'est de dire que la loi du retour serait raciste. D'accord. Maintenant, la loi du retour, bien sûr, je vais expliquer à vos auditeurs, c'est donc une loi qui permet à tous les Juifs du monde entier de pouvoir revenir en Israël s'ils le souhaitent, et donc l'obtention de la nationalité est beaucoup plus simple que pour des personnes qui sont donc non juives. Okay, donc selon Amnesty, c'est une loi qui serait raciste et donc ça expliquerait l'état d'apartheid en Israël. Maintenant, il faut comprendre qu'Israël n'est pas le seul État-nation du monde. Il y en a plusieurs dizaines. Et donc, des lois du retour telles qu'on les connaît en Israël, il y en a aussi ailleurs, aussi, même en Allemagne. Et finalement, accuser, on va dire, s'attaquer uniquement à Israël sur la loi de l'État-nation, ça montre un deux poids, deux mesures. On s'attaque uniquement à Israël, il y a une obsession d'Israël, et c'est ça, on va dire, qui caractérise, on va dire, l'antisémitisme qui se cache, on va dire, derrière ce rapport. C'est vraiment le fait de cette obsession et ce deux poids, deux mesures. Est-ce que votre organisation NGO Monitor va continuer son travail de suivi? Est-ce que quelque part ce genre le fait que par exemple vous ayez réussi à vous débrouiller la copie, on va dire, de ce rapport, ça peut pousser, on va dire, les ONG à essayer d'être peut-être plus prudents, d'être peut-être moins, comme vous le disiez, moins radical dans leur formulation? Pas forcément, mais par contre, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une partie du monde journalistique qui comprend que c'est important justement de donner la parole aux autres. Et donc, le fait d'avoir brisé cet embargo 24 ou 48 heures avant donc la publication de ce rapport, ça montre aujourd'hui que ces ONG ne sont plus invincibles et que elles ne peuvent plus, on va dire, dicter le discours journalistique. Et ça, c'est important. Et j'espère que quand il y aura d'autres rapports dans le futur qui seront publiés par d'autres organisations, alors il y aura aussi des fuites en avance pour pouvoir justement éviter
que le discours soit dicté par ces ONG. Et donc, il faut un contre-pouvoir, entre guillemets. Voilà. Il faut donner la possibilité donc aux autres acteurs de pouvoir s'exprimer. Ça a été le cas, justement, où aujourd'hui, on voit que dans tous les médias, on parle donc du rapport en lui-même qui accuse Israël d'apartheid, mais en même temps, immédiatement, on dit qu'Israël accuse ce rapport d'être antisémite. Et ça, c'est très bien, ça donne un peu plus de balance. Merci beaucoup Vincent Chebas de nous avoir révélé d'une certaine manière les dessous de la publication de ce rapport incendiaire d'Amnesty International. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée Daniel.